Pour commencer, présentez-nous s'il vous plaît la fédération Santé Mentale France. Alors, Santé Mentale France, c'est une fédération qui associe donc des personnes morales en fait, donc des institutions, des hôpitaux, des cliniques, des dispositifs portés ou non par des associations, loi de 1901, et qui a la particularité de s'intéresser non pas à une corporation particulière, mais donc à une cause qui est la cause on va dire du rétablissement essentiellement des personnes, alors on peut dire en situation de handicap psychique ou on peut dire vivant avec des troubles sévères et persistants. Est-ce que vous-même, moi je sais un petit peu, mais est-ce que vous-même vous êtes praticien ? Alors, je suis maintenant un petit peu en retrait de la clinique, et même en restant avec une activité centrée justement sur les ressources pour les personnes en situation de handicap psychique. C'est un centre ressources, mais j'ai été 40 ans, plus de 40 ans, donc clinicien, voilà, responsable de secteur, responsable dans mon hôpital de certaines instances. En province, dans une belle ville. Alors, dans un territoire, on dit territoire. Maintenant. C'est mieux quand même, Ah non? oui, maintenant on dit plutôt les territoires que la province. Oui. Et moi je ne suis pas parisien, hein. Bon. J'ai repris le langage. Les territoires. Alors sur quel territoire ? Angers. À Angers. Alors, le manifeste Santé Mentale France, si on observe ce manifeste, quel est l'angle d'attaque majeur, hein, pour qu'on comprenne bien ? D'abord, il part du constat que tout le monde fait en ce moment, à savoir la grande précarité de la psychiatrie publique avec ce qu'on peut appeler aussi une fuite de certaines catégories de personnel, dont les médecins, dont les personnels paramédicaux, qui correspond, on peut en faire l'analyse, à, on va dire, une perte d'attractivité, une perte de sens du travail ou de la mission ou du rôle qui est conféré par la société au système de santé mentale. Donc on part de ce constat, mais on se dit de deux choses l'une. Ou bien on se lamente, comme on a fait pendant 30 ans, ou bien on prend le taureau par les cornes et on se dit que c'est un défi. Alors après, quand on a dit ça, il faut trouver des solutions où il faut en proposer. Et ce que nous, on essaie de faire, c'est de dire que, au fond, la renaissance ou le rebond passera par un renouvellement, une évolution de nos modalités de compréhension des réalités cliniques. Et donc, on mise sur des pratiques orientées rétablissement, c'est-à-dire où la composante qui est on va dire, confiée et que la personne souhaite développer est plutôt mise en avant et où le soignant est plus en soutien qu'en posture, on va dire, de thaumaturge qui va guérir ou pas guérir. Voilà. Donc il y a un changement de polarité, un changement de paradigme pour être pompeux, et on pense que la psychiatrie publique, la psychiatrie en général, ne pourra se sauver qu'en retrouvant certains de ses fondamentaux et en ajoutant d'autres, comme les concepts de rétablissement et d'empowerment. Alors ce matin, nous avons beaucoup parlé, et c'est l'objet toute cette journée, de la santé mentale des jeunes, avec un focus sur la crise sanitaire, Covid. Ces jeunes qui ont souffert, oui. à plus de 45%, on le disait ce matin, la situation s'est aggravée en termes oui. de mal-être ou de troubles psychiques. Vous avez quelques réalités épidémiologiques à nous livrer. Oui, enfin, on ne va pas rajouter une couche d'épidémiologie, il y en a eu pas trop. mal. Ce chiffre de 45% est un chiffre alors qu'il faut examiner quand même, puisque donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Bon, c'est une réalité, et une réalité qui doit nous interroger et nous faire réagir, mais il faut ne pas se tromper, à mon avis, d'interprétation. Alors, je crois d'ailleurs que, au fond, qu'est-ce qu'on a vu pendant cette pandémie ? On a vu d'une part des personnes qui ont peut-être à certains moments aggravé leur pathologie
lorsqu'elle était caractérisée avec des troubles diagnostiqués, voilà. Et on a vu aussi, et c'est la plus grosse partie, et la partie peut-être la plus novatrice et intéressante, on a vu des personnes touchées, blessées, en souffrance. Et ces personnes, au fond, ont été impactées, alors peut-être plus que d'autres, ou peut-être que tout le monde a été impacté en définitive par à la fois le Covid et à la fois les mesures pour le contenir avec cette raréfaction des contacts et avec le fait que eh bien, la solitude, la diminution au fond du commerce social qui fait nos vies a été délétère. Alors, quelle réponse à ces souffrances et est-ce qu'il y a eu une bonne idée? Alors, quelle réponse? Il y a eu plein de bonnes idées d'abord. Dans un premier temps, c'était ça qui était assez frappant, c'est qu'il y a eu beaucoup d'initiatives, on va dire, de solidarité, de maintien de contact, d'outils pour quantifier le malaise, on va dire de petits programmes pour pousser, on va dire, du côté du maintien du bon état de santé, de la résilience, comme on dit. Bon, ok. Voilà un psychiatre qui emploie le terme de la résilience. Oui. Qui ne fait pas l'unanimité. Hein. Ça m'est égal. Mais il vous sied, il vous convient. Oui. Oui, je trouve que... C'est l'occasion pour nous de saluer Boris Cyrulnik. Oui, tout à fait. Il y a quand même une homologie quand même entre résilience et rétablissement, d'une certaine façon. C'est pour ça que je vous taquine. Oui, résilience, rétablissement, réhabilitation. Oui. Ces éléments de langage-là vous conviennent. Oui, oui, oui. Et donc, cette population-là qui a été atteinte par donc les confinements successifs et donc ces effets sociaux avec... Alors, on a beaucoup parlé des jeunes parce que c'est effectivement la population qui a été le plus affectée, qui a le plus pris cher, pour employer un terme un peu familier. Cette population-là, on a répondu à cette population. Quand j'entendais ce matin l'épidémiologie, je me disais, est-ce qu'on doit mettre cette épidémiologie sur le même plan que celle de l'épidémiologie des troubles caractérisés? Moi, je pense que non. Je pense qu'on est là dans quelque chose qui est beaucoup plus de l'impact direct et de la souffrance psychique, de l'angoisse, mais qui a touché certainement certains de façon plus disproportionnée, plus importante que d'autres, mais que tout le monde a été impacté. Voilà. Et donc, la réponse qui a consisté à la médicalisation finalement de ce phénomène ne me paraît pas forcément la bonne, et je pense que, alors, pour certains, oui, ça a été la bonne, mais pour d'autres, peut-être que il faut réfléchir à d'autres types de réponses. Voilà. Alors, quelles actions, justement, et peut-être ce sont-elles qui sont en trame de fond du manifeste de Santé Mentale France, et vous dites qu'il faut repartir de ce qui a produit, de ce qui a généré la souffrance, oui, de repartir de ce que disent les jeunes, mais pour faire quoi? Alors, d'abord, pour les entendre, et puis ensuite, peut-être pour penser à des politiques publiques ou à des thématiques à partager dans la société pour pouvoir, on va dire, répondre au bon endroit et non pas répondre par une médicalisation. Alors, encore une fois, il y a des personnes qui ont eu besoin de cette médicalisation et je ne suis pas là pour dire que ça n'a rien valu, au contraire. Mais
par contre, je pense qu'il faut distinguer les réponses qui doivent être apportées dans le cadre de la médicalisation, qui ont été justifiées par exemple par le fait que, ça a été dit ce matin, certains jeunes ont fait des tentatives de suicide gravissimes, etc., ce qui ne se produisait pas dans de telles proportions avant. Donc il y a vraiment eu une nécessité de la médicalisation, mais il y a aussi maintenant, et peut-être encore pour plus tard, comment dirais-je, un intérêt à réfléchir à d'autres formes de réponses qui ont en réponse à ce qu'ont vécu ces jeunes qui ont été donc plus la solitude, la perte de sens, la perte des contacts sociaux, le fait de ne plus pouvoir aller à l'école, à l'université, à l'apprentissage, voilà. Et puis cette inactivité qui a généré un sentiment d'inutilité qui a renvoyé le sujet à lui-même et au seul lui-même. Et ça a été vraiment porté, ça a été réellement, à mon avis, le cœur de la souffrance de ces jeunes pendant cette période. Et ce que je pense, c'est, pour précéder votre question, excusez-moi, mais c'est que ça, on doit en tirer enseignement. Et cet enseignement, d'abord, il faut qu'on constate qu'il reste des séquelles à cette souffrance des jeunes, qu'elle ne va pas s'en aller comme ça. D'ailleurs, on a vu une première manifestation de ce phénomène avec ce qu'aux États-Unis ils ont appelé la grande démission, où 5 millions de personnes sont sorties des statistiques de chômage parce que pour eux, eh bien, ils en avaient marre. Le travail n'avait plus de sens, et le travail ou certains aspects de la vie de famille peut-être, ou la citoyenneté, tout ça, il y a eu une sorte d'expression d'une dépression collective, de découragement et de perte de sens, et on ne peut pas agir, on ne peut pas travailler si ce qu'on fait n'a pas de sens par rapport à soi. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Et ce que je pense, c'est qu'il y a une dimension là, collective du phénomène qui appelle des réponses collectives et non pas des réponses toujours individuelles. Et ce que j'ai peur quand je parlais tout à l'heure de la médicalisation, c'est qu'on prenne les personnes les unes après les autres, individuellement, mais qu'on ne traite qu'une partie du problème qui est le problème de cette imprégnation dans la société de thématiques de découragement, de désintérêt, de dépression. Alors évidemment, c'est un peu articulé à ce qu'on pourrait considérer comme des troubles, mais ce ne sont pas des troubles au sens de la nécessité de les prendre en charge individuellement. Du moins, c'est un peu mon intuition, c'est notre intuition. Et je pense que, il faut maintenant, au niveau sociétal, et si je m'autorise à parler au niveau sociétal, c'est parce que je préside une fédération Santé Mentale France, qui ne s'appelle pas Psychiatrie France, voilà. Et donc il y a un empan peut-être de légitimité plus globale. Je pense qu'il faut intégrer le fait que la santé mentale, elle est très étroitement liée à notre commerce avec l'autre, et que la dimension sociale est déterminante. Donc nous, c'est notre credo, on n'en est pas surpris, mais ça veut dire qu'il faut aller dans le sens de la prévention. Et on fait de la prévention, par exemple en entreprise, avec de l'ergonomie. On a des casques quand on est sur un chantier, on a des chaussures de sécurité. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait en termes de prévention pour la santé mentale qui soit spécifique? Alors, ça commence un peu, mais voyez... je vous ai montré un spot. Oui, tout à fait. Très peu de choses. Le spot latente. Oui, exactement.
Alors, ce que je dis est un peu caricatural, c'est pas tout à fait vrai. La problématique de santé mentale imbibe maintenant de plus en plus la société, et il faut le reconnaître. Beaucoup de progrès. On parle de... Parce que quand on a démarré en 2017 le psychodon, on ramait dans le désert. La santé mentale n'intéressait personne. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bien sûr, il y a ce grand show annuel, il y a des réunions comme ceci, il y a eu des assises, il y a plein de choses. Il y a quand même une prise de conscience qui s'est mise en œuvre, qui s'est levée, animée. Oui, oui. Et avec, dans cette dimension comment dirais-je, de l'impact du fonctionnement de la société sur la santé mentale des personnes. Et je voulais citer éventuellement les questions de harcèlement, les questions de violence faites aux femmes, etc. Le fait que subrepticement on est passé des accidents de la route à la violence routière, ce qui n'a pas du tout... Il y a une inflexion sémantique là qui a été tout à fait... Voilà. Et je crois qu'il faut que ça s'étende de plus en plus grâce à PSSM, grâce à Psychodon, grâce à beaucoup d'initiatives. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer maintenant, sociétalement, de construire, on va dire de tester peut-être. Faut mettre de la recherche tout de suite dessus pour ne pas partir dans toutes les directions et essayer de produire quelque chose qui sera sociétalement constructif. Alors les équipes en charge des affaires publiques vont bouger, changer dans les mois à venir, peut-être un ou une nouvelle chef de l'État. Vous venez de nous brosser des éléments à la fois factuels et conjoncturels. Quels principes, selon vous, devraient-ils être retenus pour concevoir, formuler des politiques publiques ? Alors, j'ai envie de vous répondre des points tout simples, en fait, des préconisations publiques qui vont dans le sens de la bienveillance, de l'empathie, de la solidarité. Il faut valoriser tout ça, de l'attention à l'autre. On fait comment ? Eh bien, c'est un sujet qui est, à mon sens, profondément démocratique. Et donc, je crois que ce n'est pas à des sachants ou des supposés sachants de répondre, c'est à la société tout entière. Et donc, ça va passer par du débat, il faut que ça passe par donc, une préoccupation, un booster politique très net, on attend ça, on attend qu'une politique de santé mentale soit clairement définie, promue, poussée, porté par le politique. Mais ensuite, il faut que ça soit démocratique et c'est pas aux sachants de répondre. Ça veut dire quoi, porter pour revenir à une question très basique, il faut un poste, il faut un secrétaire d'État à la santé mentale ? Alors, si vous voulez me faire dire, mais je vais le dire, qu'il faut un délégué interministériel. Vous êtes libre, je vous ai donné un point de vue. Vous m'avez tendu une grosse perche que je saisis, qui est donc, effectivement, je pense qu'il faut que le délégué à la psychiatrie et à la santé mentale au ministère de la Santé soit maintenant positionné au niveau du Premier ministre et qu'il soit interministériel. Alors, que sont les marges de manœuvre et de pouvoir des délégués ministériels ou interministériels, je n'en sais rien, mais en tout cas, on lui fait crédit. On fait crédit et critique, mais en même temps, il y a des avancées. Et il y en a une en particulier qui s'appelle Mon Psy. Oui. C'est encore en cours d'élaboration, mais sur cette plateforme qui demeure en travail, on peut retrouver des psys tel un annuaire, je le disais ce matin, avec un numéro Adélie, etc. Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens ? Oui, ça va dans le bon sens. C'est très très positif. D'abord parce que ça n'est qu'un début. Ensuite, je vais dire quelque chose qui va peut-être me fâcher avec quelques-uns, mais je pense que voyons d'abord, avant de nous embarquer dans des choses un peu indéfinies et ou sans fin, voyons d'abord l'effet sociétal que peut avoir le recours à des psychologues sur des périodes courtes, mais de façon large.
voyons déjà ce que, parce qu'on assimile souvent, je ne voudrais pas rentrer dans la technique, mais les psychothérapies brèves à des thérapies cognitivo-comportementales. Pas forcément. Il y a toute une école lausannoise en particulier qui a développé le concept de thérapie brève, qui apporte vraiment des choses et qui se fonde sur des principes psychodynamiques. Donc voilà, on rentre dans un système qui ne pourra pas rester comme ça. Donc on est en chemin sur le progrès. Il ne faut pas bouder cette opportunité, ce chemin de progrès. Oui, tout à fait. Merci. Je vous garde encore 5 minutes, si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, avant qu'on passe à la table ronde suivante? Et quelle table ronde? L'amour. Les jeunes qui ont préparé à mes côtés cette journée ont souhaité une table ronde, les jeunes, la santé mentale et l'amour. Et c'est avec joie que nous leur avons confié. Alors, avant qu'on y vienne, est-ce que vous souhaitez réagir ou est-ce que vous avez des questions à ce qui vient d'être abordé? Oui, madame, allez-y, mais je vous en prie. Oui, donc je me posais une question quand on parle de justement la santé mentale et de l'importance d'avoir un cabinet interministériel et justement avec l'éducation nationale. Parce que, en tout cas, à mon époque, on avait des préventions sur le sida, sur les risques routiers, sur les addictions. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi avoir des sensibilisations aux troubles psychiques, au mal-être que les adolescents, que ce soit à partir du collège et jusqu'au lycée, voire même en faculté plus tard, puissent rencontrer, que ce soit proprement ou même auprès de ses camarades, parce qu'on disait que justement maintenant de plus en plus d'élèves étaient confrontés à, on en parlait des camarades qui avaient fait des TS ou autres, et justement avec des intervenants, que ce soit des spécialistes, comme des personnes peut-être comme moi, qui sont dans ce chemin-là. Oui. Oui, tout à fait. Je crois que l'éducation nationale, enfin la scolarité, c'est un lieu, c'est un espace où peut-être il y a pas mal de liberté de parole. Et puis il y a également des risques. Donc, mais le programme PSSM est en train de développer un module pour les jeunes, ou en tout cas pour les personnes qui s'occupent des jeunes. Et puis, je ne voudrais pas oublier le fait que du côté de la prévention, il y a de plus en plus maintenant des initiatives en faveur de l'acquisition des compétences sociales pour les enfants, pour les adolescents. Et je crois que c'est vraiment une très bonne chose. Et donc, oui, ça plaide pour l'interministérialité de l'appréhension de la question de la santé mentale. Franck Bellivier, sur le manifeste de santé mentale France, si vous voulez bien quelques mots, et puis sur l'aspect interministériel. Alors, c'est sans préparation. Hein. Sans Donc préparation. sur le manifeste. Vous voyez, vous l'avez entendu. Hein. Que j'ai lu sans préparation. Que j'ai lu attentivement. Je pense que les préconisations sont tout à fait en ligne avec ce qui fera suite à cette feuille de route qui nous a occupé pendant 3 ans, enrichie par les assises. Et je ne vais pas commenter ce manifeste qui préconise, enfin qui appelle de ses voeux des évolutions qui sont tout à fait, qui s'inscrivent très bien dans la suite des bases qui ont été jetées par cette première version de la feuille de route. Le deuxième commentaire que je souhaitais faire, c'est je souscris totalement à l'appel de Denis Leguet à une politique de prévention ambitieuse. Et ça a 2 effets, les politiques de prévention qui ciblent l'ensemble de la population. Et donc, ça a un premier effet parce que ça a un effet systémique. Et le deuxième effet, c'est parce que justement ça s'adresse à l'ensemble de la population, ça a un effet sur la déstigmatisation. Oui. Donc ça, c'est une deuxième raison pour appeler de ses voeux une politique de prévention ambitieuse qui d'ailleurs a été retenue aux assises.
Et puis enfin, un commentaire sur, on peut appeler de ses voeux une politique ambitieuse, mais en fait la politique elle n'est jamais première. Mon expérience de ces 3 années, c'est parce qu'il y a un mouvement sociétal dans une direction donnée, qu'il y a une fabrique de politique publique qui s'enclenche. Et c'est d'ailleurs comme ça que les politiques publiques seront efficaces. C'est parce qu'il y aura un mouvement, une lame de fond sociétale sur un sujet donné, comme le sujet de la santé mentale, et c'est probablement ce à quoi on assiste, que nous allons pouvoir cranter l'ambition des politiques publiques. Je le vois moi plutôt dans ce sens-là. Et donc le caractère interministériel, il est bien sûr qu'on assiste aujourd'hui à une fertilisation d'un ensemble très large de communautés. D'autres ministères s'en sont saisis, d'autres communautés professionnelles et de la société civile sont maintenant fertilisées par ces enjeux autour de la santé mentale. Et donc oui, je pense que les prochaines actions qui vont devoir être conçues, mises au point, vont devoir s'adresser pas seulement aux enjeux de santé, au sens médical du terme, mais en direction d'une promotion de la santé mentale, ce qui intéresse l'ensemble de la société. Donc il faut en revenir, il faut favoriser la lame de fond. Voilà, et vous poursuivrez vos échanges. Je vous propose de remercier Denis Leguet. Vous retrouverez le manifeste de Santé Mentale France sur leur site, bien sûr, et sur le site du Psychodon. Merci, on peut vous applaudir.